Bienvenue à toutes et tous. Nous aurons de la traduction simultanée aujourd'hui. Je vais d'abord donner les instructions de traduction en anglais et ensuite revenir en français avec les mêmes instructions. So, hello everyone, welcome to this webinar. Sorry about the glitch earlier. Because we will have simultaneous translation today, I will start by providing instructions in both languages to make sure everybody is properly set up. So, the webinar will be led in English with presentations in English and in French. The slides in both languages can be downloaded. There's a link in the chat box, and simultaneous translation is available. To access the translation, you need to click on the globe icon at the bottom of your screen, and then click on the language that you would like to hear. So I will now provide translation information in French. Rebonjour, le webinaire sera animé en anglais et on aura une présentation en anglais et une autre en français. Vous pouvez télécharger les présentations dans les deux langues. Il y a un lien dans la boîte de discussion pour ça. Et la traduction simultanée sera disponible tout au long. Pour y accéder, vous trouverez une icône de globe au bas de votre écran. Cliquez dessus et ensuite vous pourrez choisir la langue de votre choix. Alors, maintenant que tout le monde est établi et que nous avons l'interprétation simultanée, je voudrais accueillir tout le monde à ce webinaire organisé par le CCNPPS et Harmonix et la région de Basse-Coutins. Je m'appelle Florence Morestin, je suis conseillère scientifique au CCNPPS et je suis la coordonnatrice intérimaire. Aujourd'hui, nous avons l'occasion d'apprendre sur une collaboration intersectorielle pour promouvoir la santé au niveau local avec des exemples de l'Ontario et du Québec. Avant de vous présenter notre premier orateur, un peu d'enjeu logistique. Veuillez utiliser la boîte de questions et réponses pour poser des questions aux orateurs ou oratrices. Vous pouvez écrire vos questions au fur et à mesure dans la langue de votre choix et nous aurons une période de questions et réponses de 15 minutes à la fin. La boîte à clavardage est pour nous faire savoir si vous avez des problèmes techniques ou pour partager vos commentaires avec tout le monde. Ce webinaire est présenté par le Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé, soit le CCNPPS, et le mandat est de soutenir les acteurs pour promouvoir les politiques publiques en matière de santé. Vous pouvez en apprendre davantage dans la boîte à clavardage. Nous nous trouvons à Montréal, donc je voudrais remercier la nation Gehangehaga pour leur hospitalité dans ce territoire non cédé. Et cela dit, je voudrais maintenant inviter notre premier orateur, le docteur Ketan Shankardas, à allumer sa caméra. Le docteur Ketan Shankardas est professeur agrégé au département des sciences de la santé de l'université Wilfrid Laurier, où il dirige le laboratoire Health Equity Systems Interventions. Et il est aussi à la charge de l'équipe de recherche Harmonix, de quoi il nous parlera davantage. Merci Florence et bienvenue à tous les participants et participantes d'aujourd'hui. Avant de continuer, je voudrais reconnaître que je vous rejoins de Waterloo, Ontario aujourd'hui, une terre traditionnellement utilisée par les Haudenosaunee, Anishinaabe et Chenantin. Et aujourd'hui, je vais vous parler un peu d'une étude de recherche actuelle qui implique la collaboration avec 5 cas locaux de collaboration où l'action intersectorielle est utilisée de façon soutenue pour aborder l'équité. Ces 5 cas ont lieu dans 2 provinces canadiennes, l'Ontario et le Québec. Au fur et à mesure que je vous parlerai de ces cas, je vais vous faire comprendre comment ce projet de recherche a été fait en partenariat avec des utilisateurs, des mobilisateurs. Et ce fut plus qu'un projet de recherche. Donc, je veux vous expliquer quel est l'aspect des choses et aussi vous faire goûter les résultats pratiques qui sont une série de
d'exposés de politique auxquels nous sommes accès à date. Je vais prendre contrôle maintenant des diapos. OK, alors, bon, voyons. Alors, les choses ne fonctionnent pas très bien là. OK, je pense que j'ai compris ce qui me confondait. Bon, alors le webinaire d'aujourd'hui est un point d'entrée en fait pour cette série de 5 exposés de politique qui viennent d'être publiés et fondés sur des méthodes de recherche. C'est des documents en langage simple et on est axé sur chaque exposé pour parler de ce que chaque partenaire a cherché, à quoi il était intéressé. Chaque exposé contient le contexte de chaque cas, un tout petit peu sur l'initiative à niveau élevé. Et après cela, on a parlé de 10, avec 10 à 14 personnes dans chaque cas qui ont été à la charge de mettre en œuvre ce travail. Et donc, chaque exposé a une série de recommandations en fonction de ce que nos participants et participantes nous ont dit sur les forces et les faiblesses de leur travail. Donc, les exposés sont disponibles maintenant. On a une version en anglais et en français. Et en ce moment, nous avons des versions à imprimer en ligne, mais aussi les versions accessibles sur le web seront disponibles bientôt. Et le code QR sur l'écran va vous mener au site web en anglais. Et je pense que si vous regardez la version française des diapos, le code QR vous mènera au site web en français. Donc, je vous invite à bien vouloir visiter et apprendre surtout nos exposés de politique. Je veux prendre aussi un instant pour reconnaître le groupe élargi de personnes qui ont participé à développer les méthodes et à faire la recherche de laquelle je vais parler. C'est vraiment un projet de collaboration. Mon co-chercheur d'enquête était le médecin hygiéniste à Peterborough, le docteur Rosanna Salvatera, et on a eu plusieurs chercheurs. Parfois, on a eu d'autres médecins hygiénistes, et ceci nous a aidé à coordonner un projet de collaboration avec le soutien de plusieurs stagiaires. Maintenant, avant d'aborder la recherche sur les politiques en matière de santé, je voudrais vous donner du contexte parce que pas tout le monde va se connaître à la santé dans toutes les politiques. En fait, pas tout le public travaille dans la santé publique. Donc, comme point de départ, bien évidemment, vous auriez entendu parler des déterminants sociaux de la santé et des couches internes de ce tableau qui décrivent notre santé, notre bien-être, notre qualité de santé sont composées de différentes choses, l'environnement, les expériences que nous avons pendant notre vie en relation à notre emploi, l'accès au logement, la nourriture, l'éducation, le revenu, le fait de vivre dans un quartier sûr, la liste continue. Mais je pense que ce qui est vraiment important ici, et ceux d'entre nous qui travaillons dans des conditions de travail, regardons maintenant le côté extérieur de ce tableau, parce que ces facteurs sont distribués au sein d'une société, sont déterminés par ce qu'on appelle les déterminants structurels de la santé ou les déterminants sociaux de l'équité en matière de santé. Bien évidemment, si vous avez un gouvernement qui est axé sur la santé de la population en planifiant et gérant un système de soins de santé, et c'est ce qu'on veut faire. On va faire des soins de santé et ils ne reconnaissent pas que peut-être une stratégie de réduction de la pauvreté pourrait réduire les temps d'attente parce que la plupart des utilisateurs sont pauvres. Si ce genre de connexion n'est pas faite par le gouvernement, alors les déterminants sociaux sont plus susceptibles d'être répartis de manière injuste dans une société. Donc la gouvernance est importante. Pendant plus ou moins 20 ans, je dirais que la plupart des systèmes de soins de santé
s'approche peu à peu à ce manque de durabilité où nous avons une population vieillissante, une demande toujours plus grande pour la technologie médicale et, disons, dans ma province de l'Ontario, je n'ai pas vu assez d'efforts en prévention. Et quand je dis efforts, je ne veux pas dire des gens sur le terrain qui travaillent en santé publique, je veux dire argent en fait. On n'a pas investi à nous maintenir en santé dans le système de santé publique, raison pour laquelle un rapport de 2016 de l'Agence de la santé publique du Canada a indiqué que les inégalités socio-économiques en matière de santé nous coûtent au moins 6,2 milliards de dollars chaque année en hospitalisation pour soins aigus, en médicaments prescrits et en consultations médicales qui auraient pu être évitées. Donc, nous devons faire une meilleure job en prévention en améliorant en fait la gouvernance des déterminants sociaux de la santé. C'est vraiment l'idée simple derrière le concept de la santé dans toutes les politiques. Ici, c'est décrit par l'OMS comme une approche intersectorielle des politiques publiques qui tient compte systématiquement des conséquences sanitaires des décisions, qui recherche des synergies et qui évite les conséquences néfastes pour la santé afin d'améliorer la santé de la population et l'équité en santé. Maintenant, cette définition est assez conceptuelle et pour que ce soit clair, à un niveau élevé, ce n'est pas vraiment un modèle formalisé de gouvernance que l'on peut appliquer dans nos administrations. Par exemple, quelques outils d'évaluation des incidences viennent avec un manuel que l'on peut suivre pour appliquer les choses au sein de votre organisme. Mais comme le suggère cette définition de haut niveau de l'OMS, cela a beaucoup de sens. Cela va nous aider à nous appliquer de meilleure façon avec les déterminants sociaux de la santé. Mais comment un gouvernement en particulier pourrait mettre en œuvre cette approche? C'est quelque chose de très unique, c'est très créatif et ça se passe, dirais-je, au cas par cas. Et en fait, cette idée, pardon, mon bureau a des lumières automatiques. Je ne l'anticipais pas. Laissez-moi voir si je peux les déclencher. En tout cas, ne vous axez pas sur moi pour l'instant. Alors, où étais-je? Bien évidemment, chaque gouvernement termine par prendre ce concept et l'applique de façon différente. Comme vous l'apprendrez bientôt, beaucoup des cas qui existent, qu'il s'agisse d'une action intersectorielle que l'on utilise pour améliorer le bien-être et l'équité, ne sont pas axés sur la santé, ne parlent pas de santé dans toutes les politiques. Ces gens-là pourraient ne même pas connaître ce concept comme chercheurs. C'est nous qui prenons des initiatives et disons, ah oui, ils font quelque chose qui a l'air d'être impliqué avec le concept de la santé dans toutes les politiques. Donc, j'ai plutôt une approche plus conceptuelle de la santé dans toutes les politiques. Et là, nous voulons voir de l'action intersectorielle. On veut être axé à améliorer la santé, le bien-être et l'équité, et que cela soit durable, qu'il ne s'agisse pas seulement d'une situation unique, mais que cela soit quelque chose qui va continuer le long du temps, que ce soit quelque chose le plus systématique possible à aborder les déterminants sociaux de la santé. Vous voudriez voir dans la santé, dans toutes les politiques, une coordination non seulement au niveau du gouvernement, les différents ministères et les gens en dehors du gouvernement à ce niveau-là, mais aussi à cause du fait que beaucoup de déterminants sociaux de la santé qui sont déterminés par de différents niveaux du gouvernement, vous voulez la coordination à travers les différents paliers du gouvernement. Vous voulez une perspective qui va au-delà du secteur des soins de santé. Donc, non seulement faire que les systèmes de soins de santé soient plus accessibles et équitables, et finalement, voulez une élaboration des politiques éclairées par les données probantes. Et je vous donne cet exemple rapide. Un très bon étudiant que j'avais il y a quelques années qui a décidé d'ouvrir le processus de la prise de décision quand il s'agissait d'une décision très malheureuse du gouvernement canadien en 2012 pour faire des coupures à la couverture des soins de santé pour les demandeurs d'asile. Et il a vu que cela n'était pas fondé sur des données probantes du tout. Ce fut vraiment une décision très politique. Et je le souligne tout simplement pour souligner l'idée
que la santé dans toutes les politiques veut suivre les données probantes. Ce n'a pas comme intention d'être un projet politique. Maintenant, pourquoi être axé à la santé dans toutes les politiques au niveau local? Bon, ben parce que les gouvernements sont particulièrement bien placés pour influencer sur la planification en matière de transport, de promotion de la santé, d'aménagement du territoire, de normes de construction. Et les gouvernements locaux tendent aussi à être plus harmonisés avec les besoins des gouvernements locaux et on pourrait dire qui peuvent essayer de planifier et gérer de meilleurs accès aux déterminants sociaux de la santé d'une façon qui soit plus significative pour les communautés locales. La SDTP au niveau local ne veut pas seulement que les acteurs gouvernementaux agissent bien ensemble au niveau plus élevé, on veut être plus engagé avec le secteur tiers, les organismes communautaires et le secteur privé, la chambre de commerce. Et là, on peut profiter de ces réalités sur le terrain et apporter de la collaboration dans dehors du gouvernement. J'ai les Premières Nations ici et je ne veux pas dire que le niveau élevé va être une panacée pour la réconciliation. Cela pourrait nécessiter d'être axé davantage sur les droits des autochtones dans toutes les politiques, par exemple. Mais il existe des exemples de gouvernements autochtones qui s'impliquent à ce type d'initiative locale. Je vous en parlerai plus tard, peut-être. Mais par exemple, la stratégie Healthy City for All de Vancouver a un mandat où le gestionnaire de la ville, la régie de santé locale et d'autres ont le mandat d'offrir des possibilités à leurs travailleurs pour améliorer leur capacité et leurs compétences de travailler de façon efficace avec les Premières Nations et les communautés autochtones. C'est donc un point de départ, mais cela vous montre tout simplement que cela peut être un pont pour mieux s'impliquer avec nos Premières Nations. Et finalement, il existe des exemples de gouvernements locaux qui influencent ce que pensent et font les gouvernements provinciaux et territoriaux. Donc, ceci veut faciliter les choses à niveau de base qui a l'air à un niveau élevé parce qu'au bout du fil, on a besoin que tous les niveaux du gouvernement pensent de cette façon. Bon, on n'a pas beaucoup de recherches sur la SDTP au niveau local. Il en existe certainement un peu, mais un membre de notre équipe, Maria Gugelmin, a fait un examen de la mise en œuvre au niveau local et elle a terminé par trouver des exemples de ce qui se passe au niveau local dans ces pays du monde entier. Bien évidemment, vous voyez les pays de la Scandinavie, mais ce n'est pas eux seulement. On n'a pas beaucoup de surprises là-dedans. D'un autre côté, ce n'est pas tellement élargi comme nous espérons et comme nous nous attendons à ce point-ci. Donc aujourd'hui, on va parler de 5 études de cas situées en Ontario et au Québec, comme vous le montre la carte. Et quelque chose que je voudrais souligner ici est que 4 des 5 cas sont des exemples de gouvernements régionaux où c'est une ville encerclée par des villages. Donc c'est une collection de gouvernements à faire cette initiative. Le 5e cas, Sherbrooke, est au niveau d'une ville. Je vais vous parler davantage de chaque cas bientôt, mais pour l'instant, vous pouvez regarder les beaux logos, les titres des initiatives, et je vais vous parler un tout petit peu d'un autre niveau de ce travail. 2 des cas sont au Québec, 3 sont en Ontario. Et au Québec, le gouvernement provincial a utilisé une approche de haut niveau depuis la révision de leur loi sur la santé publique d'il y a quelques années. Ils ont développé d'autres initiatives pour continuer avec ce travail au niveau provincial. Et en Ontario, d'un autre côté, on n'a pas eu ce genre d'action vers le haut au niveau provincial. Vous savez, la culture de penser à la santé, aux résultats sociaux est quelque chose qui est entrelacé. Il faut penser aux choses de façon intégrée. Non, ce n'est pas quelque chose qui se passe beaucoup en Ontario, selon moi. Donc, on a vu ce qui se passe dans chaque cas, mais après cela, on a dit, bon, c'est quoi le rôle des gouvernements provinciaux aussi?
Je ne vais pas trop passer de temps là-dessus, mais je veux vous dire qu'OO, c'est un projet traditionnel de recherche planifié, mais on s'est vraiment axé à la mobilisation des connaissances. On a eu une belle collaboration du CCN-PPS. Caroline Tessier de leur équipe a fait une révision scientifique des exposés pour que nous soyons bien éclairés pour bien faire les choses pour nos collaborateurs et le CCNPPS a été très impliqué à nous aider à écrire et finaliser ces exposés de politique. Et maintenant, nous en sommes à un point où on a fait des ateliers où nos partenaires sont à un point de faire une analyse entre les cas. Bien évidemment, la COVID s'est passée au milieu, donc ce n'est pas vraiment un projet de 4 ans. En ce moment, on en est en fait à la quatrième année de l'étude, mais on a commencé, ça fait 5 ou 6 ans. Une autre diapo de laquelle je ne vais pas trop parler, c'est très achalandé. Ce que je veux que vous compreniez là-dessus, c'est qu'on a pris chaque étude de cas reconnaissant qu'il existait des activités de programme, des structures gouvernementales et d'autres facteurs d'intérêt qui auraient fait que chaque cas soit unique, non seulement du point de vue de ce qui se passait avant de commencer à utiliser une approche élevée, mais aussi après l'adoption. Et l'objectif que nous avions était d'apprendre sur les boîtes dans ce tableau, les mécanismes déclenchés par ce qui se passait sur le terrain et qui ont déclenché la mise en œuvre ou l'ont obstaculisé. Si vous voulez apprendre davantage dans le cadre du cadre conceptuel, vous pouvez voir le lien à la fin des diapos. Côté question de recherche, on était dans cette relation interactive au début du projet avec nos partenaires et on a développé le tout en conversation avec les utilisateurs des connaissances. On a décidé de façon collective qu'on serait intéressé à ce qu'était le mandat local, quel devrait être son aspect pour vraiment faciliter la collaboration, que devrait-on éviter? On était intéressé au leadership, quel est le rôle des leaders qui allaient essayer de rassembler des gens pour ce travail, comme je l'ai mentionné auparavant, quel est le rôle des gouvernements provinciaux et qu'est-ce qui se passe avec les conflits entre les différents membres autour de la table, que faire avec les conflits, comment naviguer là-dedans. On était aussi intéressé à séparer euh, des recommandations axées sur le processus précoce du travail, des recommandations, les séparer des recommandations plus tardives, une fois que l'initiative était plus mature. Que faire dans ces étapes-là? Et puis, bon, on a travaillé ensemble pour assurer que les exposés de politique soient utiles pour chacun des établissements. Et on a offert aussi de donner des ateliers pour essayer de mobiliser les connaissances de façon plus efficace. Nos études de cas ont appliqué, parlé avec des personnes qui travaillaient à un large éventail d'enjeux et de différentes institutions, le monde universitaire, le secteur communautaire à but non lucratif, le secteur privé. Et je veux souligner à nouveau, au niveau national élevé, on regarde plus vers l'interne, les ministères qui doivent travailler bien ensemble. Au niveau local, on applique une ample gamme d'organismes, y compris en dehors du gouvernement. OK, maintenant je vais vous parler un tout petit peu de chacun des cas. Donc, à Chatham Kent, ils ont développé un cabinet de leaders communautaires. Et vous voyez dans la carte que Chatham est ce côté gris de la carte, c'est la ville de Chatham qui a plusieurs villages autour d'elle et ils ont préparé un comité de direction qui allait travailler ensemble pour bâtir une collectivité où la qualité de vie est planifiée, développée et mise de l'avant. Que la qualité, ils ont compris que la qualité de vie intéressait tout le monde. Donc, ils avaient des leaders d'organismes locaux, d'organismes non gouvernementaux, des leaders du gouvernement, du secteur à but non lucratif, par exemple Centraide, le groupe Junctura, très influent, qui influence beaucoup la communauté, les conseils scolaires. À Peterborough, on a analysé Sustainable Peterborough, qui
se passait même avant le 2012 comme initiative de base d'organismes intéressés à la durabilité, mais en 2012, ils se sont formalisés en Sustainable Peterborough et ont développé un plan d'action pour devenir des collectivités bienveillantes qui valorisent l'équilibre entre la prospérité, le bien-être et la nature. Donc, c'est des enjeux qui sont toujours adjacents à la santé et ils ont spécifié des choses qui étaient pertinentes à la durabilité dans ces objectifs. L'agriculture, les aliments locaux, les actifs culturels et leur collaboration ont inclus des gouvernements de ville, les comtés qui contournaient Peterborough, les organismes à but non lucratif, le secteur privé, la santé publique, les Premières Nations, donc un groupe très divers de collaborateurs. Elgin Saint Thomas, qui sont des voisins de Chatham-Kent, c'est un autre de ces établissements où l'on a la ville de Saint Thomas, qui est en gris au milieu, encerclée par des villages. Ils avaient un comité directeur de leaders de la communauté qui voulait améliorer la qualité de vie pour tous les résidents et ils voyaient leur rôle comme endosser les actions des leaders, élire des fonctionnaires, soutenir de différentes initiatives, aider à mettre en œuvre les initiatives et sensibiliser par rapport à l'importance de quelques éléments de la qualité de la vie. Ils avaient des leaders communautaires autour de la table de différents organismes gouvernementaux et non gouvernementaux, y compris les Premières Nations, les services de police, la santé publique. Et puis finalement, bon ben pas finalement, du Québec, nous avons les Mascoutins et vous entendrez bientôt à profondeur notre présentatrice qui va vous parler de ce cas, mais ils ont fait face à faire une fusion de différentes choses pour améliorer la qualité de vie pour tout le monde parce que les enjeux de politique de la famille étaient très proches au développement social. Ils avaient une structure très intéressante de deux groupes qui travaillaient en parallèle, le comité de développement social qui faisait le travail quotidien impliquant les collaborateurs de différents organismes. Et après cela, ils avaient aussi un comité de surveillance qui faisait le suivi du travail et des résultats le long du temps. Finalement, à Sherbrooke, vous savez que Sherbrooke est membre des villes saines de l'OMS depuis 1987. Et c'est quelque chose de très similaire à Santé dans toutes les politiques. Ils le font, ça fait des décennies. Donc, on l'a vu comme un exemple mûr de cette collaboration axée sur l'équité. Et on voulait voir leurs initiatives pour voir comment cela se passait dans un environnement plus mûr de collaboration. Donc, en 2016, ils ont décidé qu'ils devaient aborder les préjudices liés à l'alcool dans leur communauté. Donc, ils ont regroupé des administrateurs de postes secondaires, des médecins, des urgences qui voyaient que les gens arrivaient des institutions postsecondaires avec des préjudices liés à l'alcool et beaucoup d'autres partenaires pour essayer d'attaquer cet enjeu de façon intersectorielle. Ce que je vais faire maintenant, c'est de clore avec quelques-unes de nos recommandations. Donc, vous savez, j'espère que vous puissiez avoir du temps pour regarder les 5 exposés de politique et je vais vous parler de 2 recommandations qui, pour moi, ont été sursaillantes quand je les ai relues récemment. D'abord, l'une des recommandations, et ceci fut présent dans tous nos cas, c'est que les membres veulent engendrer des retombées dans la collectivité. Donc, la recommandation est d'essayer de trouver des façons de structurer ces actions. Donc, on a entendu des gens de tous les cas, par où, quand disons le mandat était encadré d'une façon axée sur l'action ou c'était structuré pour faciliter l'action, cela les motivait. Cela faisait qu'ils veuillent retourner aux réunions. Ils étaient là
Ils voulaient bien s'éloigner de leurs environnements quotidiens s'ils avaient plus d'incidence. Donc, il faut s'assurer de leur donner cette possibilité. Une façon par où quelques-uns des cas l'ont fait, c'est qu'au début, ils ont montré aux membres le genre d'incidence qu'ils pouvaient avoir en utilisant des exemples d'autres environnements et leur montrer des choses qu'ils pouvaient terminer par faire. Une autre chose qu'on a apprise que quelques cas faisaient est que de façon intentionnelle, ils ont incrusté des gains faciles. Ils ont dit, bon, voyons si on peut se regrouper ensemble et attaquer cet enjeu ensemble. Et en 12 mois, on voyait que le comité était vraiment axé sur l'action. Donc, sans doute, il faut essayer d'être axé sur l'action. Deuxième recommandation, avec laquelle je vais vous laisser. Bon, là, il y a deux diapos, mais la recommandation est de permettre aux membres de se parler. Cela va vous sembler drôle, mais laissez-moi vous expliquer. Il faut sans doute trouver du temps de façon intentionnelle dans vos réunions pour structurer une communication et une discussion ouverte. Cela ne doit pas être trop planifié et géré, ça ne doit pas être vraiment détaillé comme en du jour. Non, pourquoi? Bon, ben, il existe deux raisons. La première raison est que la discussion ouverte aide les membres à mieux collaborer. C'est pour cela que vous les avez rassemblés, pour collaborer. Maintenant, comment est-ce que cette discussion ouverte aide? Cela permet aux gens autour de la table d'identifier des objectifs et des besoins partagés. Qu'est-ce qui nous intéresse tous et toutes? Que faisons-nous de façon quotidienne? Ah oui, on a des choses en commun. Donc, créer quelque chose en commun avec la communauté d'acteurs, cela peut être l'un des bons résultats. Cela a aussi aidé ces initiatives à partager une vision commune de comment on allait le faire, comment avoir une incidence ensemble, comment le faire possiblement. On n'a pas de réponse facile initialement, mais avoir une discussion ouverte permet que tout le monde ait ses propres termes et on peut co-créer ce que l'on va faire ensemble. Ceci améliore aussi la compréhension les uns des autres et les enjeux les uns des autres. Donc, on a trouvé que cela menait à mieux résoudre les problèmes. Vous savez, la perspective d'un organisme concernant l'alcool utilisé par les jeunes pourrait être comme ceci. Dans un autre organisme, ça serait comme cela. Et si on rassemblait le tout, on avait une meilleure perspective, on pouvait mieux attaquer les choses. Et finalement, la discussion ouverte a aidé à ce que les membres soient plus gentils les uns avec les autres, aient plus de confiance les uns avec les autres. Et la deuxième raison pour permettre les membres à parler de façon ouverte les uns avec les autres, c'est parce que, savez quoi, les gens sont là parce ils ont leur propre intérêt. Ils apparaissent à ces réunions pour collaborer, mais au bout du fil, ils ont leur propre intérêt. Nous avons trouvé que les membres nous ont dit que oui, qu'ils adoraient ces discussions ouvertes parce qu'ils apprenaient davantage sur la communauté qu'ils desservaient et donc ils pouvaient le mener à leurs organismes. Ils ont aussi identifié des gens autour de la table, des organismes avec lesquels ils pourraient travailler en dehors de l'initiative au niveau élevé. Ah, je ne savais pas que ces gens-là font ceci ou cela. On devrait peut-être avoir une conversation avec eux parce qu'on veut faire quelque chose de ce genre. Et finalement, en obtenant le renseignement sur la communauté, en développant de nouveaux partenariats outre le niveau élevé, les organismes étaient en train d'atteindre leurs propres objectifs à long terme à travers la collaboration. Donc, en fait, deux raisons pour essayer de structurer davantage de discussions ouvertes quand on fait le niveau élevé. J'ai dépassé le temps un tout petit peu, je vous demande pardon, et on n'a que touché la surface des types de données probantes et de recommandations inclus dans les exposés de politique. Mais c'est à propos, on veut que vous visitiez
le site web, les exposés de politique, que vous lisiez les cas. Ce n'est pas quelque chose de long. On a utilisé un langage simple et donc nous espérons que ça soit utile pour vous et vos équipes. Et je veux remercier aussi tous nos partenaires pour avoir accordé de rendre ces politiques publiques et de permettre de les télécharger pour que le projet soit utile au-delà de nos collaborations initiales. Donc, merci pour votre temps. Et tandis que nous transitionnons à Élise, je vais vous inviter. Nous savons que deux tiers d'entre vous est impliqués aux collaborations intersectorielles et si vous désirez, vous pouvez mettre dans le chat quelque chose qui vous intéresse, ce à quoi vous êtes axé dans votre collaboration, qu'incluent vos partenariats, pour que nous puissions comprendre le type de travail qui a lieu. Et cela est dans le chat et non pas dans les questions et réponses. Bon, merci pour cela, Gaëtan. Merci beaucoup. Beaucoup de personnes ont déjà posé des questions sur l'accès aux exposés de politique et peut-être vous pouvez passer à la prochaine diapo. On va commencer le côté francophone de notre webinaire. Donc, si vous aurez besoin de la traduction ou de l'interprétation simultanée, cliquez en bas de votre globe et cliquez en anglais. Et si vous avez aussi les titres qui apparaissent, donc ça ne fonctionne pas à ces entrefaits ici. Je vais inviter notre seconde conférencière, Madame Élise Simard, à ouvrir sa caméra. Madame Simard est chargée de projet à la municipalité régionale de comté des Mascoutins. Et depuis qu'elle y est arrivée, elle a procédé à la mise en place de la première politique municipalité amie des aînés de la région. Et également, elle a procédé à la mise à jour de la politique de la famille et de développement social. Élise va nous en dire plus sur ces politiques. Donc, je pense qu'Élise est en train de se joindre à nous. Oui, parfait. Est-ce que tu as pris le contrôle aussi pour les diapositives? Oui, 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 on va vérifier, on va passer à la diapo suivante. Juste une petite minute. Parfait, Oui, donc à voilà. toi, Élise. Alors, merci à Keaton. Je tiens à le rassurer qu'on essaie de mettre en application tout ce qu'il a dit dans sa présentation. Alors voilà, voici un peu le plan de la présentation. Je vais rapidement vous énoncer qu'est-ce qu'une MRC. Je vais aussi vous parler plus précisément de la MRC des Mascoutins. Et je vais en venir aux politiques de la famille et de développement social ainsi que la politique régionale des aînés, où on parlera un peu de l'historique, de l'évolution des comités mis en place et des défis et des enjeux. Alors, qu'est-ce qu'une MRC? Alors, les municipalités régionales de comté MRC sont de nature supramunicipale. Elles sont des instruments utiles, efficaces et essentiels pour concerter et coordonner les différents courants de pensée locales sur des sujets d'incidence régionale. Elles regroupent des municipalités d'un même territoire qui forment une entité administrative gérée par un conseil d'élus. Ceux-ci se réunit une fois par mois et le conseil de la MRC est présidé par le préfet. Alors voilà, vous voyez ici, juste une petite seconde. Vous voyez ici le territoire de la MRC. En fait, la ville-centre, qui est Saint-Hyacinthe, est regroupée tout autour les municipalités rurales. C'est une superficie de 1312 km². La population en 2023 était de 91 414 habitants et 64% vivent dans la ville-centre. Ce qui veut dire qu'un citoyen sur trois, par contre, vit en ruralité. Quelques statistiques. Alors, le taux d'accroissement de la population de 2001 à 2021 était de 13,3 %. L'âge moyen est de 44 ans. Le taux de travailleurs chez les 25-64 ans était de 74 %. Nous avons aussi 2200 kilomètres de cours d'eau.
Je vais maintenant vous montrer un peu la population de 2023 de notre MRC. Elle regroupe, comme j'ai dit un peu plus tôt, 17 municipalités, dont deux sont des villes. Saint-Hyacinthe et Saint-Pie, qui sont les villes, puisque au-dessus de 5000 habitants au Québec, on considère que c'est une ville. Il y a 4 municipalités qui ont une population en deçà de 1000 habitants et 10 municipalités sont entre 1000 et 3000 habitants. Alors, on voit bien ici que Saint-Pie est à 5000, presque à 6000 habitants et que Saint-Hyacinthe est à 58 000, presque 59 000 habitants. Alors, la MRC s'est dotée, en fait, a révisé et s'est dotée d'une nouvelle vision stratégique en 2023. 4 axes d'intervention font partie de cette vision stratégique, dont un milieu de vie inclusif et évolutif. Ceci assure le développement des activités économiques, pérenniser le territoire agricole et ses activités, ainsi que la filière agroalimentaire. Ça mise aussi sur la culture comme levier de développement. Un territoire accessible et résilient, c'est de planifier de manière à intégrer l'aménagement du territoire et les transports, d'adapter l'aménagement du territoire face au changement climatique et réduire l'empreinte collective. Le développement agricole, économique et culturel effervescent, c'est d'assurer le développement des activités économiques, c'est de pérenniser le territoire agricole et ses activités, ainsi que la filière agroalimentaire. Miser sur la culture comme un levier de développement. Il faut être aussi allié de ces milieux naturels et bienveillantes, assurer la conservation et maximiser les services écologiques rendus par les milieux naturels. Alors évidemment, au centre de tout ça se trouve une population fière de son identité régionale. Alors maintenant, un peu de les mandats et responsabilités d'une MRC et plus précisément de la MRC des Mascoutins. Alors, c'est l'aménagement du territoire, l'évaluation foncière, la gestion des cours d'eau, la vente de biens fonciers en cas de non-paiement de taxes, la sécurité civile, l'incendie, la prévention incendie, la Sûreté du Québec et la gestion des matières résiduelles. On offre aussi des services à la population et aux municipalités. Entre autres, on offre un soutien au comité de bassin versant, un accompagnement et l'inspection des bandes riveraines en zone verte, une carte des parcours cyclables sur route, le transport adapté, le transport collectif régional, un service d'ingénierie et l'artère. L'artère, ce dernier permet de faire des jumelages entre cultivateurs et aspirants afin d'assurer une relève qui n'est pas toujours facile à trouver. Maintenant, parlons maintenant plus précisément de la politique de la famille et de développement social. En fait, je m'excuse. D'abord, je vais vous présenter quelques politiques. Je vous ai énuméré les actes de la vision stratégique, les mandats et responsabilités de la MRC et les services offerts aux citoyens, puisqu'ils sont la base des politiques de la MRC. Par exemple, pour prendre par exemple la politique de la biodiversité, bien, ces orientations guident la planification du territoire dans le but d'assurer des milieux de vie de qualité aux résidents, une cohabitation harmonieuse des différentes fonctions sur le territoire agricole, industriel, résidentiel, etc., tout en limitant notre empreinte sur l'environnement dans l'intérêt de la collectivité. Alors, la MRC est soucieuse d'harmoniser ces politiques. Alors, les différentes équipes de la MRC travaillent en concertation afin de s'assurer que les politiques tiennent compte les unes des autres et ainsi mieux répondre aux besoins des municipalités et des milieux et des citoyens. Alors, j'y arrive maintenant aux politiques de la famille et de développement social. Alors, la première politique de la famille date de 2007.
En 2007, on ne parlait pas de saines habitudes de vie ni de santé. On parlait plus de réaliser des dépliants pour informer les citoyens sur les services offerts aux familles. On parlait de dos d'âne, d'aménagement d'espaces publics, de services de garde à venir, de tables à langer, etc. 10 ans plus tard, en 2017, la MRC souhaitait évidemment aller plus loin. Ont été introduits les saines habitudes de vie, la conciliation travail-famille-études, un souci pour la qualité des milieux de vie, de l'encouragement au partenariat, des environnements favorables qui ont un impact sur la santé et la qualité de vie des citoyens. De plus, le fait de joindre le développement social à la politique de la famille a ajouté l'engagement social et la participation citoyenne. Le développement social a aussi apporté la dimension transversale des services offerts, c'est-à-dire lorsqu'on offre des services en sécurité alimentaire, par exemple, ben, il est important de ne pas juste donner de la nourriture, il faut aussi peut-être montrer à cuisiner, regarder des façons différentes de s'approvisionner, de peut-être de participer à un jardin communautaire ou encore un groupe d'achat. C'est aussi d'avoir accès à du transport pour se rendre à ces activités, que ce soit les cuisines collectives ou autres, et ainsi de suite. Lors de cette mise à jour, nous avons été la première MRC à demander une évaluation des impacts sur la santé. D'ailleurs, le rapport et les recommandations faites lors de cette mise à jour sont toujours d'actualité et nous nous y référons régulièrement. Nous sommes présentement en période de mise à jour à nouveau de la politique de la famille et de développement social et de celle des 16 municipalités rurales. Encore une fois, nous souhaitons aller un peu plus loin. On se soucie maintenant de la qualité de l'air, de la qualité de l'eau, du transport actif, des îlots de chaleur et d'avoir accès à des environnements favorables à proximité de sa demeure. Cette démarche se terminera en décembre 2024 et la ville de Saint-Hyacinthe, la ville-centre, est elle aussi en période de mise à jour et elle a une politique citoyenne. Alors, nous avons aussi la politique régionale des aînés. Alors, le mouvement MADA est un mouvement mondial. La MRC et plusieurs de ces municipalités rurales ont adopté en 2015 une première politique régionale des aînés. En 2023, nous avons mis à jour la politique MADA de la MRC et celle de plusieurs municipalités rurales qui ont participé à cette démarche. Un des défis pour mettre à jour les politiques de la famille et MADA est de planifier celles-ci sans connaître les dates des appels de projets des différents ministères qui offrent du financement pour ces démarches. Elles ne sortent pas nécessairement au moment où on le souhaite et la planification avec les municipalités demande à la fois de la rigueur et de la flexibilité. Et la difficulté aussi est de suivre et d'être à l'affût de tous ces appels de projets qui nous permettent de mettre en place ces politiques. Alors, les comités en place, M. Keaton en a un peu parlé. Alors, nous avons la commission, dès le début de la première politique de la famille, une commission permanente de la famille a été instaurée. Un élu responsable des questions famille, qu'on appelle le RQF, a été nommé et a été mandaté pour présider la commission permanente. Cette commission est composée d'élus municipaux, de représentants des municipalités rurales et de la ville-centre, de représentants des différents secteurs, santé, éducation, petite enfance, jeunesse, aînés, etc. 14 membres siègent à cette commission. Elle fait des recommandations au Conseil de la MRC et suit les différents dossiers en lien avec les politiques de la famille et aînés. En 2017, l'ajout du développement social a amené à former un comité qui s'appelle le Comité de développement social. Il est lui aussi composé d'élus, de représentants de la MRC, de la santé, de l'immigration, de l'emploi, de l'habitation, du milieu des affaires, de la sécurité alimentaire, etc. 17 membres siègent à ce comité
qui lui aussi fait des recommandations au Conseil. Ce comité a pris un certain temps à trouver sa place. La pandémie n'a pas aidé. Et il était important qu'il ait un mandat différent de la Commission permanente de la famille. Depuis 2 ans, je vous dirais qu'il a pris son envol. Des changements ont été apportés sur sa composition en tenant compte de l'implication nécessaire des organisations recrutées. Afin de rejoindre les citoyens, le Comité de développement social a organisé récemment des consultations publiques à travers la MRC sur des enjeux transversaux comme la mobilité, les services de proximité, la sécurité et la diffusion de l'information. D'ailleurs, les données recueillies seront utiles pour la mise à jour de la politique de la famille et de développement social. Alors maintenant, je vais vous énumérer un peu les défis et enjeux de la mise en place de politiques de la famille et des aînés. Alors d'abord, il faut soutenir les municipalités pour la mise en place de leurs politiques et plans d'action. Les soutenir dans l'élaboration de leur plan d'action à partir du plan d'action de la MRC qui donne les orientations régionales. Les inviter à élaborer à leur tour la leur. Ces plans d'action ont un impact direct sur la qualité de vie des citoyens. Les municipalités sont des gouvernements de proximité et ils sont le gouvernement les plus près du citoyen. Leurs décisions ont un impact direct sur la santé et les services aux citoyens. Exemple, les parcs, la bibliothèque, les infrastructures sportives sont des milieux de vie importants. Ils aident à briser l'isolement et permettent aux citoyens d'avoir des lieux de rencontre et de plaisir. Ces dernières années, plusieurs municipalités ont construit et rénové leurs infrastructures. Plusieurs l'ont fait en partenariat avec le Centre de services scolaires, autrefois les commissions scolaires, et cela a permis d'avoir de nouvelles installations communes, exemple des bibliothèques, des gymnases et des salles communautaires. Ce partenariat-là est important parce qu'on dessert la même clientèle dans ces milieux-là. Aussi, il est important de travailler avec les élus. C'est important parce que c'est eux qui prennent les décisions. Il faut les informer, les outiller afin qu'ils prennent des décisions éclairées. Faire des rencontres d'information avec les responsables des questions famille, les RQF, les maires, les directions générales. Il faut aussi tenir compte des élections. Les élus changent. Il faut les informer du travail déjà fait et du suivi des politiques mises en place. Un élu doit à la fois se soucier du bien-être de ses citoyens et respecter un budget raisonnable, ce qui n'est pas toujours simple. Il doit convaincre la population du bien fondé de ses décisions. Elles ne sont pas toujours populaires et l'acceptabilité sociale est au cœur de plusieurs décisions. Par exemple, le logement. Alors, on sait qu'au Québec et à bien d'autres endroits aussi, on subit présentement une pénurie de logements. Alors, tout le monde est d'accord pour la densification, mais personne ne veut l'avoir dans sa cour. Alors, c'est toujours un problème plus complexe. Garder les plans d'action vivants. Alors, en faire l'évaluation chaque année avec les comités de suivi des municipalités. Et ces comités-là, il faut les garder toujours actifs et aussi parce que parfois les membres changent et il faut les ramener à leur plan d'action. En informer les élus municipaux aussi. Informer les citoyens des réussites et des actions positives. Il faut consulter les citoyens, offrir peut-être même des budgets participatifs, faire des conseils jeunesse et plus. Expliquer pourquoi une action n'a pas fonctionné est important aussi. Ajouter ou modifier le plan d'action selon les besoins et changements dans la municipalité. Les besoins des citoyens et des organismes du milieu sont importants et on doit y être à l'écoute. Chercher des subventions et s'adapter à celles-ci, c'est aussi un défi. Travailler avec les différents appels de projets qui n'arrivent pas toujours au bon moment, c'est un enjeu pour
cet enjeu de financement qui est souvent par enveloppe ciblée empêche parfois la continuité dans les actions, puisque souvent c'est un financement sur 1 an, 2 ans ou 3 ans. Par la suite, ça s'arrête et des fois, on n'a pas nécessairement les fonds pour poursuivre ces choses-là. Travailler avec le milieu, la concertation et le partenariat. Alors, la MRC se doit de travailler en concertation avec le milieu et d'être un facilitateur d'implantation de services et de partenariats. Son implication au sein des différentes tables de concertation lui permet d'informer le milieu sur les besoins des municipalités et d'informer le milieu municipal des services disponibles. Alors, c'est un aller-retour d'informations autant du côté de la concertation que des municipalités. Créer des partenariats, des services communs au niveau de la MRC aussi, c'est important. Par exemple, on a mis en place le projet SARCA qui veut dire Service d'accueil de référence de conseil en accompagnement, qui est un service donné par le Centre de services scolaires qui permet aux citoyens de connaître, si on veut, leur parcours scolaire et aussi de voir vers où ils pourraient aller. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a proposé, la Commission permanente de la famille a proposé au conseil de faire un partenariat et d'offrir à Sarca Mobile, qui s'appelle, d'avoir accès à un local dans leur municipalité pour rencontrer les citoyens et aussi de publiciser de l'information au sujet de Sarca. Alors, c'est quelque chose qui ne coûte pas grand-chose à la municipalité, mais qui est important pour un citoyen qui souhaite faire des changements de sa vie ou regarder pour des opportunités et qui peuvent rencontrer cette personne qui offre ce service. Alors, respecter les partenaires et leur champ d'expertise. Alors, c'est important de ne pas dédoubler les services, de ne pas prendre la place d'autres ou de remplacer les services qui sont déjà existants. Respecter les missions de chacun et leur savoir-faire. Par exemple, nous avons mis en place un projet municipalité allié contre la violence faite aux femmes. Alors, on ne s'est pas imposé comme expert dans le domaine. On est allé chercher des intervenantes du milieu de maisons d'hébergement pour mettre en place de la sensibilisation qu'on a pu présenter dans toutes les municipalités de la MRC et qui a permis de sensibiliser les gens à si on veut, cette problématique et sans en faire des intervenants comme tels, mais de permettre à des femmes, peut-être, d'aller à la municipalité et d'avoir un lieu où elle peut téléphoner ou encore s'informer sur les services existants et tout ça. Alors, évidemment, cette collaboration a été fort intéressante et on poursuit, on essaie toujours d'aller un petit peu plus loin. Et ce qu'ont dit les employés municipaux lorsqu'ils ont suivi cette sensibilisation, c'est que ça les a aidés à démystifier un peu, à ne pas avoir peur si on veut, d'intervenir. Puis intervention ne veut pas dire de prendre action, mais de juste d'aider la personne. Alors, un comité a aussi été mis en place avec la santé publique afin d'aider les municipalités à connaître les enjeux légaux liés à l'intégration des enfants à besoins particuliers dans les camps de jour, à proposer des moyens afin de faciliter leur intégration et d'être à l'écoute des besoins des parents. Alors, respecter les partenaires, c'est aussi être à l'écoute des besoins de chacun, permettre à chacun de s'exprimer. Alors, je tiens aussi à souligner l'importance du partenariat avec la santé publique. Ils sont présents, prêts à répondre à nos besoins et à nous épauler dans différents projets et comités. Ils sont indispensables dans l'élaboration des politiques par leur connaissance des besoins du milieu et des services disponibles. Ils ont une offre de services pour les municipalités sur les saines habitudes de vie, entre autres. Ils peuvent les conseiller pour l'aménagement des parcs, offrir des services pour la cessation du tabagique et les saines alimentations et bien d'autres. Alors,
toutes ces actions qu'on essaie de mettre en place nous permettent de travailler en prévention et d'avoir un impact sur la vie des citoyens. Parce qu'on dit toujours, pour qu'un citoyen décide d'aller s'installer dans une municipalité ou une autre, ben, parfois il va regarder peut-être un peu justement les services qui sont mis en place et le dynamisme du milieu, je vais le dire comme ça. Alors, j'espère que je n'ai pas regardé ma montre et que je n'ai pas trop dépassé. Alors, merci. C'est correct, Élise, merci beaucoup, puis d'avoir pris le temps, je pense, de détailler tout ça. Je veux juste rappeler aux participants qui doivent quitter, parce qu'il est 14h30, qu'on va poster l'enregistrement du webinaire dans les jours qui viennent. Donc, si vous devez quitter, je pense, si Élise et Kétan sont d'accord, on peut prendre 5-10 minutes de plus pour répondre aux questions. Et ceux qui doivent quitter maintenant pourront rattraper cette période-là en visionnant l'enregistrement. Donc, en fait, on va sauter dans cette période de questions parce qu'il y a deux questions qui pourraient intéresser beaucoup des participants. La première question a été soumise en anglais. Je vais la lire comme ça. La question pour les deux. Quelqu'un demande, a-t-il des gens désignés que leur job est de faciliter la collaboration? Si oui, c'est quoi leur titre et leur historique professionnel? Trois questions en effet. Kétan, vous voulez commencer? Oui, certainement. Certainement, dans chaque cas d'étude qu'on avait fait, il y a quelqu'un là qui peut-être n'est pas le leader en nom, mais en effet est adjacente au leader qui fait beaucoup de travail de facilitation, de collaboration intersectorielle et demande beaucoup de questions. Pour les titres de job, c'était le maire de cette ville et c'était quelqu'un dans la ville, dans ce bureau de ville de maire qui était responsable. C'était quoi leur plan historique, le bagage moteur? Je pense qu'il venait du ministère de Santé publique. Donc, une excellente connaissance, leur interconnectivité était excellente entre les deux départements pour faciliter cette collaboration. Je pense une autre manière, une autre façon de répondre à votre question, de garder de les limites des spammers qu'elle appelle. C'est une zone de sociologie et de comment vous allez connecter les petits points parmi les partenaires quand vous allez travailler en collaboration intersectorielle. Et je pense que ça, c'est la réponse. C'est le science de scientifique. Comment vous allez mettre un pont à travers des différentes organisations. Je suis un peu curieux aussi de votre part aussi, Élise. Oui, parce qu'Élise, finalement, la question est sur quel est le profil des gens qui animent la collaboration. Puis je pense que c'est ton cas. Oui, c'est ça. Ce ne sont pas toutes les MRC qui ont, si on veut, une chargée de projet dans le domaine, mais ici, à la MRC des Mascoutins, c'est une volonté des élus d'avoir quelqu'un dédié aux politiques familiales et autres. Et nous avons aussi un agent de développement qui est aussi participatif. Mais je dirais que d'autres agents qui sont importants, on parlait des maires, mais si on veut, les élus de la MRC qui préside, que ce soit la Commission permanente de la famille ou le Comité de développement social, sont aussi nos alliés qu'on fait des recommandations au Conseil où ils vont être nos amis, qu'on va dire, pour faire avancer les dossiers. Mhm. Tout à fait. Ben, je pense que ça fait un pont vers une autre question qui a été posée, qui part de la situation inverse, quand il n'y a pas d'ouverture au départ à des approches de santé dans toutes les politiques. Donc la question est comment commencer la discussion autour d'une approche de santé dans toutes les politiques, dans les contextes où l'équité en santé ne fait même pas partie des priorités en santé. C'est une question difficile. Je le conçois. Élise, est-ce que dès votre arrivée, donc il y avait une ouverture, y compris au niveau politique, pour poursuivre le travail? Oui, il y avait déjà quelqu'un en poste qui faisait ce que je fais présentement. C'est sûr qu'elle partageait son temps en deux postes, là, et par la suite, on a eu plus un poste dédié. Mais je dirais que d'avoir des partenaires de la santé publique peut être très utile parce que, je veux dire, ils sont dans le domaine. Puis avec eux, on réussit aussi à travailler en prévention parce qu'on pense toujours au curatif quand on pense de santé publique,
mais il se fait, surtout au niveau des organisateurs communautaires, de d'autres postes qui sont autres que les médecins et infirmiers, beaucoup de prévention et on oublie souvent d'en parler. Et est-ce que vous avez l'impression, bon, c'est quand même une initiative qui est en place depuis plusieurs années, mais est-ce qu'un changement de volonté politique, par exemple avec de nouveaux élus qui n'ont pas cet engagement-là, pourrait remettre en cause ces politiques-là? Je pense qu'il n'y a rien de garanti. On le voit parfois sur d'autres domaines et je ne partirai pas le débat. Mais c'est ça. Il n'y a jamais rien de gagné. Il faut toujours, je pense, travailler pour conserver les acquis comme qu'on a. Avez-vous des pensées de comment entamer la discussion quand le contexte est pas mal, est pas mal fermé, si vous voulez, à ces politiques-là? Oui, certainement. Je pense que c'est pas mal commun. Pas tout le monde sera aligné sur les inquiétudes dans la même manière, si vous voulez. Dans chaque cas, ça prend le temps, 12 à 18. Je peux en fait dire combien de temps parce que cela arrive à la même chose pour que les groupes se connaissent les uns les autres, pour qu'ils aient confiance les uns aux autres et qu'ils commencent à travailler de façon plus efficace aux enjeux qui pourraient vous intéresser comme spécialiste de santé publique. Je pense donc que si l'on n'a pas une compréhension ou une appréhension de base par rapport au besoin de travailler à l'équité en matière de santé, tout d'abord, on doit avoir un leader central, puissant, qui va dire à la communauté, ceci est du travail important que nous faisons et on va commencer à se rassembler à essayer de l'attaquer. Ça ne doit pas être encadré autour de l'équité en matière de santé. Cela pourrait être n'importe quel intérêt communautaire que l'on a pour améliorer la communauté. Mais si l'on n'a pas un leader qui dise ceci est important et nous devons tous et toutes commencer à travailler ensemble à cela, ça sera difficile pour les gens de décider de façon naturelle de s'éloigner de leur boîte, disons, et de commencer à collaborer. Je pense que l'autre recommandation, parce que bien évidemment, vous pourriez dire on n'a pas ce leader, alors que faire? Ben, l'autre leçon, disons, est de commencer avec ce que vous avez, oui, en commun. Qu'est-ce qui est ce que vous avez en commun? Et l'équité en matière de santé est un objectif de santé bien axé. Beaucoup de partenaires sont axés à la qualité, disons. Autour de quoi peut-on ressembler, se rassembler plutôt? Qu'est-ce qui est reconnu par tout le monde? Et si les gens peuvent commencer à collaborer à quelque chose, on trouvera rapidement qu'en fait, on est en train d'aborder les déterminants sociaux de la santé de façon collaborative. Même si on ne l'appelle pas l'équité en matière de santé, on est en train d'améliorer la justice, les possibilités, et ceci devrait mener à une meilleure équité en matière de santé. Et peut-être, comme vous l'avez dit, en fonction de vos 5 études de cas, des résultats précoces, même tout petits, peuvent aider les gens à sentir davantage d'enthousiasme par rapport à l'initiative. Oui, cela les inspire que de voir ces succès, en effet. OK, ben merci. Bon, ben, on n'a plus de questions. On est heureux de voir que bon, beaucoup de gens ont mis sur leur chat leur expérience sur la SDTP. Ils disent on travaille à des enjeux similaires. Est-ce qu'on peut vous contacter? C'est très cool. On est désolé de ne pas pouvoir continuer parce qu'on ne veut pas vous laisser ici plus longtemps. J'ai une diapo finale avec quelques ressources que je peux vous montrer. Donc, bien évidemment, vous pouvez suivre cette discussion qui a démarré. Vous pouvez vérifier les 5 exposés de politique de Harmonix dans le site web du CCNPPS. Et on a aussi un projet élevé avec des ressources et on a une page web spéciale pour le récemment lancé Réseau canadien de santé dans toutes les politiques où l'on veut mettre en œuvre la santé dans toutes les politiques au Canada.
et tout ce qui concerne le réseau sera disponible pour tout le monde très bientôt. Vous recevrez un formulaire d'évaluation court. Veuillez vous assurer de le compléter. Plusieurs personnes ont demandé, bon, ben, le webinaire a été enregistré tant en anglais qu'en français et il sera affiché sur le site web du CCNPPS dans les jours à venir. Donc, c'est mon tour de remercier tout le monde. Merci aux participants et participantes. Vous avez eu de la patience avec nous. Merci Élise et Kétan pour vos présentations avec tellement de perspectives. Merci à toute mon équipe qui a travaillé en coulisses pour faire que ce webinaire ait lieu et merci beaucoup aux interprètes, bien évidemment. Donc, prenez soin de vous-même. Au revoir.